Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Cinérama numéro 8, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous presque habituel désormais. Je vous rappelle que vous pouvez éventuellement et même sûrement venir nous poser des questions. On va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut, comme chaque fois, et en tout cas vous exprimer. On vous attend. Cette semaine, c'est Guillemette Odissino qui animera l'émission avec moi. Ah non, moi je vous regarde, Pierre. Ah, je dis oui avec la tête. Et ça ne va pas durer, ça. Je la connais, celle-là, je suis sûr que non. Bon, nous allons parler d'un film qui va sortir, là, qui s'appelle L'homme aux 1000 visages, d'Alberto Rodriguez. Alors, Alberto Rodriguez, il a été connu il y a 2 ans, 1 an et demi, pour avoir fait un polar tout à fait sympa et intéressant, qui s'appelait La Isla Minima. Et alors, le voilà qui nous revient avec cet homme aux 1000 visages. Alors, c'est une histoire vraie. Généralement, quand on commence d'histoire vraie, moi, je me méfie beaucoup. Mais là, elle est vraie et assez passionnante, comme on va voir. Donc, ça se passe en 1994 en Espagne. Il y a le chef de la garde civile, qui s'appelle Monsieur Luis Roldan, qui est convoqué chez le juge. Ça arrive à des gens très très bien. Mais lui, il ne s'y rend pas. Non seulement il ne s'y rend pas, mais il décide de fuir. Et pour fuir, avec pas mal de fric quand même, il a besoin... 1,3 milliard, oui. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Il a besoin d'un certain Francesco Paesa, dit Paco, qu'on va découvrir maintenant. Je vous propose de découvrir la bande-annonce de ce film. Necesito 2 misiles SAM-7. No deberías meterte ahí. Me pagan bien. Yo podría pagarte mejor. No puedes solo trabajar con los servicios secretos españoles. Este es mi país. Ah, tu país es el dinero. Este es Francisco Paesa. En 1995 participamos en la entrega del prófugo más buscado de la democracia española. Luis Roldán, director general de la Guardia Civil. Imagínese que tiene que salvar una cuenta que corre peligro. ¿Cuánto dinero es? Bastante. Puedo hacerlo por $1 millón. 24 horas después de que Luis Roldán ingresara su dinero en la cuenta de Paco, ¿Es legal? ese dinero había dado 2 veces la vuelta al mundo. Te has metido en un problema, Paco. Y los dos sabemos lo que eso significa. La policía española lo está buscando. La policía española no me da miedo. Don't do anything stupid. They're watching you. Es perfecto. Javier no se fía de mí. ¿Se fiaría usted de alguien como yo? Si voy a la cárcel no voy a ir solo. La entrega será dentro de 15 días, en Laos. Nadie dijo que hacerse rico fuera barato. Alors ce Paco, ce fameux Paco Guillemette, qui est à la fois conseiller fiscal, expert en blanchiment d'argent, ça c'est diplomate un petit peu à la petite semaine. Enfin, oui, alors soi-disant ambassadeur espion, aussi. Ambassadeur d'un coin d'Espagne dont on se demande même s'il existe. Il est expert en faux, usage de faux, trafic en tout genre, mais il rend beaucoup de services aussi à l'État. On voit dans son passé, parce que c'est une sorte de baron noir. Oui, ce film est à la fois compliqué à expliquer, mais en revanche, il faut dire à nos spectateurs, auditeurs et lecteurs qu'il est passionnant à regarder et pas du tout compliqué à regarder. Parce que c'est construit avec une intelligence incroyable. Mais c'est vrai que si on commence à vous dire tout ce que fait et tout ce qu'est Paco... on en a pour un quart d'heure de toute façon. Déjà, on en a pour un quart d'heure et on va vous révéler des choses qui se révèlent au fur et à mesure. Disons que ce type sait tout faire, du moment que c'est un peu illégal et que ça rapporte du fric. Et surtout, il a en fait une grosse vengeance à mettre au point contre, tout bêtement, un pays entier. C'est-à-dire, en fait, c'est quand même l'histoire d'un type qui arnaque l'Espagne au grand complet. Mais ils sont plusieurs à le faire, parce que qu'il a plein de complices. Parce que le mec qui l'aide, le fameux type qui s'en va avec $1 milliard, sa femme, et qui va... Donc, un jour, ça c'est pas trahir un secret, il va être arrêté, bien sûr, au bout de quelques mois. Mais c'est justement cette traque
et comment il se cache, et comment l'autre le manipule, mais on ne sait pas s'il est sincère ou pas. En fait, c'est très Mankiewiczien. Oui, tout à fait. C'est-à-dire Mankiewicz, pour ceux qui nous regardent, c'est l'affaire Cicéron, c'est Ève, c'est chaîne conjugale. C'est-à-dire que c'était le cinéaste qui parlait le mieux en Amérique des rapports de force et de la manip, quoi. Oui, et de la manipulation. Et là, comme c'est quand même un film politique, mais au sens excitant du terme, c'est-à-dire évidemment tout ce qui se passe dans les coulisses, comment aussi, à un moment, un nouveau ministre va croire, une fois de plus grâce à Paco, ce grand menteur, qu'il va pouvoir devenir président de la République, alors que non. Et surtout, il y a un personnage passionnant qui est la voix off du film, qui est, est-ce que dans ce genre de milieu, on peut avoir un ami de confiance en plus? Pas sûr, mais en tout cas, Paco, l'homme aux 1000 visages, il a un ami qui est surnommé le pilote, et c'est lui, en fait, qui nous raconte l'histoire. Oui, c'est pour ça que je pense à Mankiewicz, parce qu'il le faisait souvent. Cette voix off. Les voix off et les seconds rôles qui racontaient l'histoire principale. Cette voix off un peu ironique, un peu comme dans All About Eve, où c'était le critique théâtral qui racontait. Donc, c'est une voix off un peu ironique, qui est censée nous révéler les 1000 visages de ce personnage, mais on se demande, en fait, si cette voix off, elle connaît elle-même la vérité. Tous les visages. C'est un film dossier en même temps, c'est-à-dire qu'on va d'événement en événement. Et comme tu l'as dit, c'est important, c'est que ça a l'air compliqué. Mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est extrêmement simple. Et en même temps, c'est complexe. Et c'est un polar d'une intelligence remarquable. Et c'est très drôle, mais dans les coins. C'est-à-dire que, par exemple, tu parlais donc de ce patron de la garde civile, qui est donc obligé de fuir parce qu'il a quand même magouillé grave, hein, lui. Et alors, il veut tout le temps passer pour un homme cultivé, intelligent. Alors ça, c'est un des gags récurrents du film. C'est que chaque fois qu'on l'appelle au téléphone, il dit « Excuse-moi, j'étais plongé dans Alexandre Dumas, il n'y a que ça qui m'aide à dormir. » Alors que nous, à l'écran, on voit bien qu'il est en train de regarder une émission pourrie à la télé. Ou dans un moment, dans une voiture, il dit « Montez le son, j'adore Brahms. » Mais il se trompe en plus. Et il se trompe, c'est du Handel qui passe à la radio. Et il est constamment en train d'essayer de faire le malin. D'avoir l'air, quoi. D'avoir l'air. Et ça, en fait, d'avoir l'air. Tout le monde dans ce film, de toute façon, ne cesse d'essayer d'avoir l'air dans tous les sens. Et c'est vraiment un film qui est très, très subtilement comme ça, bourré d'humour, aussi sur, évidemment, l'exercice du pouvoir, l'exercice de l'État. Voilà. En tout cas, c'est passionnant, on vous le conseille. Et allez le voir. Et il y a Philippe Rebaud dedans, notre acteur français chéri, qui joue un des maillons, un Français, puisque c'est quand même un casting espagnol, un des maillons de toute cette manipulation. Voilà. Alors, si vous aimez les films de manip, ne ratez pas ce film. Alors, on va, comme c'est le week-end de Pâques, on s'est dit, vous aurez peut-être le temps de regarder des films à la télévision, de cacher des DVD dans le jardin. Voilà. Alors, on vous a fait une petite sélection télé. Je crois qu'elle est pas mal. Il y en a d'autres, hein, mais on en a choisi 3. Et on va commencer, Guillemette, par Nos plus belles années de Sidney Pollack, qui va passer sur Arte dimanche à 20h55. Et ça, c'est le bonheur quand même, Nos plus belles années. Sidney Pollack, de toute façon, reste l'un des cinéastes américains les plus doués pour le romanesque, pas mièvre. Oui, c'est ça. C'est vraiment... Sidney Pollack, c'est Out of Africa, bien sûr. Les histoires de couple, souvent presque fresques, c'est-à-dire en tout cas échelonnées sur plusieurs années. Donc là, le titre le dit, c'est donc l'histoire d'un couple qui évolue de la fac à Barbara Streisand, Robert Redford. Voilà, ils s'aiment, ils ne s'aiment plus, ils se re-aiment, ils se... Et c'est un film... Et ça raconte aussi un peu l'Amérique. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il a souvent raconté l'Amérique, Sidney Pollack. Il a fait quand même On achète bien les chevaux sur la dépression avec Jane Fonda, qui était sur les marathons de danse. C'était l'Amérique en crise. Oui, la dépression au sens la dépression économique. Économique. Pas les anxiolytiques. Pas les anxiolytiques, encore qu'à force de la dépression économique, ça poussait un peu aux anxiolytiques, probablement. Il dépeindra l'Amérique avec Les 3 jours du Condor, enfin, dans les années 60. Mais il a toujours... Et là, au-delà de cette histoire d'amour entre Streisand et Redford,
il peint aussi l'Amérique du macartisme, puisque elle joue une engagée politique. C'est une femme engagée qui a toujours eu des opinions de gauche et même d'extrême gauche. Et lui, Redford, est une sorte de héros à la Scott Fitzgerald. C'est ça, tout à fait. C'est Gatsby. D'ailleurs, c'est un peu Gatsby, oui. Redford va jouer ou jouera Gatsby quelque temps après. Et donc, c'est un beau mec à qui tout sourit et qui tombe amoureux d'une femme qui n'est pas du tout son genre, puisqu'elle est l'inverse de lui. Elle est active, elle est politique, elle est engagée. Et c'est ce que raconte le film, mais en même temps sur l'Amérique du macartisme. Oui, c'est effectivement, c'est un petit peu un JFK qui rencontrerait une grande emmerdeuse, de gauche, mais en plus c'est vraiment du coup deux visions de l'Amérique, c'est-à-dire quand même une vision de l'Amérique très humaniste. Dire ça maintenant avec le monsieur qui est à la présidence des États-Unis, ça fait bizarre, mais cette Amérique qui revendique du meilleur social, etc. Cette revendique ces militants américains, et de l'autre côté l'American Way of Life lisse d'un homme qui peut faire carrière en politique comme ça. Enfin, c'est très 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 intéressant cette confrontation des deux. Et est-ce qu'on a le droit de dire que c'est le meilleur rôle de Streisand? Ouais, je crois. Ouais. Hein? On peut. Allez, on le dit, c'est le meilleur rôle de Streisand, oui, je crois. Oui. Elle avait fait avec Bogdanovich un ou deux films pas mal, mais enfin, oui, c'est son meilleur rôle. Alors, ça, c'est dimanche. Et lundi de Pâques, on a choisi deux et on commence à 14h25 sur F3 par un film que tu aimes beaucoup, Le Sauvage, Jean-Paul Rapneau. Ah là là, Le Sauvage, Jean-Paul Rapneau. Montant de Neuve, ça se court après, c'est échevelé, ça se poursuit, ça s'assomme avec un ananas quand même. Franchement... Je crois que c'est le film où Catherine Deneuve parle le plus vite. Elle a toujours parlé vite, comme sa sœur Françoise d'Orléac, puisque c'était entre elles un concours à qui arriverait à placer la phrase la plus rapide. Mais je crois qu'elle a battu le record là, avec Le Sauvage. Dans La vie de Château, c'était pas mal aussi, déjà. Toujours de Rapneau, oui. Toujours de Rapneau. C'est là qu'il l'avait testé. Qu'il avait testé son débit et sa manière de courir, d'ailleurs, parce que dans La vie de Château, elle court tout le temps en chemise de nuit. Là, elle court tout le temps en robe... pratiquement chemise de nuit aussi, oui. C'est-à-dire cette espèce de chemise pour homme un peu longue, là, pieds nus et tout. C'est très rythmé. C'est incroyablement rythmé, c'est incroyablement... Là, vraiment, on dirait du bon Howard Hawks. C'est étonnant qu'il n'y ait pas un léopard qui passe quelque part ou un truc comme ça. Donc, c'est absolument délicieux. Et après, je dis juste un petit truc, à nos auditeurs. Vous regarderez le jardin où Yves Montand, sur son île, cette espèce de potager extraordinaire où il y a des tomates comme ça. Là, elle en revient pas, Catherine Deneuve, quand elle les voit, les tomates comme ça. Regardez bien le jardin. On a l'impression qu'il est tout d'une pièce. Eh ben, le chef opérateur a fait un miracle. Il y a une partie qui a été effectivement tournée sur l'île de rêve où ils ont fait une partie du tournage, et l'autre partie, elle a été tournée en région parisienne. Dans le jardin d'un type qui avait des grosses tomates, et on a l'impression que c'est un jardin entier. Non, c'est deux jardins tournés à deux endroits différents, à deux moments différents. Ça, c'est le cinéma. Il y a Dan qui nous dit « Nos plus belles années », on vient un peu en arrière, un film inoubliable, bande originale comprise. Oui, bien sûr, avec évidemment. La chanson que chantait The Way We Were, que chantait Streisand. Merci Dan de nous appuyer parce que votre opinion va encourager les gens à voir ce film. Alors ça, c'était lundi après-midi, Le Sauvage. Et le même jour, on revient à Arte à 23h15 pour un film, le premier long-métrage américain de Billy Wilder qui s'appelle Uniforme et jupon court. Alors ça... Alors, c'est très difficile. Qui n'a pas d'argent et qui veut acheter un billet demi-tarif. Et retourner chez sa mère. Et dans l'Oregon. Voilà. Oui, c'est ça. Parce qu'elle a essayé de faire fortune à New York, elle n'a pas réussi du tout. Et donc... elle repart chez maman. Et donc elle est obligée... Le demi-tarif n'est que pour des enfants qui ont moins de 14 ans, donc elle se déguise en petite fille avec des tresses. Tout ça. Et... elle se réfugie, à un moment donné, dans la cabine de Ray Milland, qui est un militaire très bon chic, bon genre, très sain de corps et d'esprit, qui ne comprend pas très bien pourquoi il est vaguement
Attiré par cette gamine. Troublé par cette adolescente. Et c'est le premier film de Billy Wilder qui fera bien des chefs-d'œuvre après. Et on sent déjà à la fois l'audace. C'est incroyable que la censure ait laissé passer un film comme ça. Mais c'est fou, c'est Lolita. Enfin, c'est Lolita en drôle. En drôle. En drôle et en faux, puisqu'elle n'est pas une Lolita. Elle n'est pas du tout Lolita. Sauf que, et vraiment, et en plus, très longtemps, pratiquement pendant tout le film, Wilder garde cette espèce effectivement, de doute dans l'esprit de Rémi Land. C'est-à-dire que la révélation de l'identité, elle ne vient pas tout de suite. C'est pas tout de suite, mais non, t'inquiète pas, j'ai 32 ans, tout va bien. Non, 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 non. Pendant tout le film... C'est d'une audace absolument incroyable, sans que ce soit jamais ni pervers, ni malsain, ni grivois, rien. C'est absolument sur le fil, et c'est un vrai bonheur. Et alors, ce qui est fou, c'est que c'est effectivement la première réalisation, enfin mise en scène de Billy Wilder, qui était déjà un scénariste très très reconnu à Hollywood. Absolument. Et en fait, il avait tourné un film en France en 1934, mais co-signé. C'est son premier film vrai, quoi. Et dans ses grands bouquins d'entretien, il a dit qu'en fait, finalement, les studios lui avaient quand même dit, bon, on va le laisser réaliser un truc, parce qu'il va finir par s'énerver que certains réalisent mal ses scénarios, parce qu'à un moment, il était un peu contre Mitchell Lightstein, il était un peu en colère contre certaines réalisations de ses scénarios. Donc, les studios l'ont laissé faire un petit film pour pas qu'il leur échappe. Et Billy Wilder a dit, du coup, je leur ai fait un truc qui leur est paru super commercial, alors qu'en fait, c'était une bombe, ce truc, ils ne sont même pas aperçus. Le film a hyper bien marché. Et alors que les studios pensaient que c'était juste pour le calmer et tout ça, en fait, il a fait un truc hyper insolent. Voilà. Alors ça, c'est pour la télé, et vous voyez que vous avez déjà de quoi. Et très rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, on vous a choisi quelques DVD. Alors, Guillemette, toi, tu vas nous parler de Planétarium, de Rebecca Zlotowski. Cours, s'il te plaît, parce que je sais que si tu te laisses parler de Planétarium, demain matin, on est toujours là. Parce que tu es enthousiaste. Je suis enthousiaste, je trouve que ce film... Avec Nathalie Portman. Avec Nathalie Portman. Et avec Lily Rose Depp. Je suis enthousiaste parce que je trouve que ce film n'a pas trouvé son public en salle, qu'il a été aussi, enfin je trouve, assez incompris. C'est vrai que c'est un film, c'est pas un film difficile, mais c'est un film très, très fantasmé, très fantasmagorique. C'est un film sur la croyance, au sens large du terme, comment on croit au cinéma, comment on croit aussi au spiritisme, puisque c'est l'histoire de deux sœurs, deux américaines, qui débarquent en France dans les années 30, parce qu'elles sont reines de spiritisme. Sauf que là, un grand producteur va se dire, il faut faire faire du cinéma. Et il veut à ces deux sublimes capter créatures. L'invisible, en quelque sorte. Bien sûr qu'il veut capter l'invisible, ce qui est la définition du cinéma. Voilà. Mais là, on en parle... Ça paraît un peu désincarné. Je sais que certains, quand ils ont vu le film, ont trouvé le film un peu désincarné. Mais moi, j'ai trouvé ça d'une grande sensualité. Il y a quelque chose d'assez hypnotique dans ce film. Il faut se laisser complètement captiver, ne pas forcément y chercher tout le temps du sens. Il y a une beauté des images. C'est vraiment là, pour le coup, Rebecca Zlotowski est une faiseuse d'images, une faiseuse de rêves. Et ça parle aussi, à un moment, de la déportation d'un producteur qui a été vraiment déporté en France dans les années 30. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. Non, mais n'ayez pas peur d'être un petit peu sous hypnose. C'est vrai, c'est un film assez hypnotique. Et alors, pour finir, on peut pas... Allez-y, non, louez le DVD. Louez le DVD, oui. Mais on ne peut pas faire plus différent que Planétarium. Le deuxième choix qu'on a fait, c'est Arès, de Jean-Patrick Bénès. Alors là, c'est un film qui aurait dû, à mon avis, mais cartonner en salle. On peut dire, parce que c'est pas... Non, ça a été un peu un bide, même un vrai bide. Et c'est absolument formidable si on aime ce type de film de science-fiction. Si vous aimez Soleil vert de Richard Fleischer, par exemple, vous serez aux anges avec ce film. Alors, en gros, c'est l'histoire... Ça se passe... Si vous aimez les films de James Cameron. Oui, alors, ça a moins de pognon que James Cameron, hein, on est bien d'accord. C'est sûr, c'est sûr. Mais même, pour le budget que ce film avait... Je trouve que sur la direction artistique, sur la création d'un univers, absolument. Parce que c'est Paris dans longtemps. Eh ben, merde alors, si ça devient comme ça. Paris dans longtemps, la France dans longtemps. Avec des pauvres, des misérables partout, et pour s'en sortir, il y a des combats, mais des combats absolument illicites. Je veux dire pas illicites, mais on dope volontairement les gens pour qu'ils soient forts. Et les industries pharmaceutiques... France est aux mains des labos pharmaceutiques qui créent des espèces de monstres
des monstres d'arène. Et ça, du coup, c'est un peu comme c'est du pain et des jeux. Voilà, mais si vous aimez il y a même plus de pain, je crois, c'est plutôt des jeux. Le cinéma à l'américaine, moi je vous ai parlé de Richard Fleischer, mais ça peut être Walter Hill, ça peut être ces séries B rythmées, mais fantastiquement. En fait, c'est très bien fait avec des personnages auxquels on s'attache. Le personnage principal. Mais je pense qu'en fait, c'est idiot. Il aurait fallu que ce n'est pas péjoratif, il aurait fallu que ce soit un Stephen Seagal ou quelqu'un comme ça qui soit pour attirer les amateurs de thrillers et tout ça. Mais en fait, l'acteur est très bien, mais il n'était peut-être pas assez connu. Voilà. Mais franchement, et puis ça dépote sur l'avenir, ça fait peur. Hein. Mais en tout cas, on vous recommande ce film qui s'appelle Arès de Jean-Patrick Bénès et qui est paru chez Gaumont Vidéo. Et une dernière réaction de Christian qui dit « Oh mon Dieu, oui !» Et Raging Bull lundi sur France 5. Pardon, évidemment. Oui, on le rajoute, évidemment. Mais allez voir nos choix en télé et en DVD. Raging Bull, c'est le film dont tout le monde, à chaque fois, on hésite à dire c'est le meilleur rôle de Denis. Et puis après, on s'arrête parce qu'il y en a 15 autres. Mais non, mais évidemment, Raging Bull, c'est incroyable. Merci Guillemette, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.